Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV. Voici le sommaire de ce lundi 15 février. Nous serons dans quelques minutes avec le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. Il participe au Beauvau de la sécurité à un certain nombre de tables rondes, notamment pour y évoquer le lien entre la police et la population. Nous verrons ce que l'on peut déjà en dire et quelles sont ses préconisations. Invité ensuite de ce Grand Direct, le politologue et spécialiste de l'islam Gilles Kepel. Il sort un nouveau livre consacré à l'année 2020, le prophète et la pandémie. Nous verrons comment il analyse les derniers événements subis par notre pays. Et puis dans les Alpes-Maritimes, un projet à l'arrêt, un projet vieux de 15 ans, la maison d'Adrien pour accueillir les familles d'enfants malades dans les Alpes-Maritimes. C'est une histoire de taxes qui bloque le projet. Le président de l'association sera avec nous. Il lancera un cri d'alarme car le terrain est acheté, le projet est bien ficelé, mais donc cette taxe lui empoisonne la vie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir Nicolas. Eric, on retrouvera Guilhem Bricaville, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. L'édito d'Éric Revel, bien sûr, qui sera consacré aux étudiants. En images, nous partirons d'ailleurs découvrir une nouvelle distribution de denrées alimentaires à Nice pour les étudiants. Mais d'abord, ça ne vous aura pas échappé, ces petites tensions entre la principauté de Monaco et la France. C'est une question de transfert entre les deux pays. Les contrôles à la frontière ont été assouplis durant ce week-end. Il n'est plus nécessaire aux Monégasques de fournir un test PCR s'ils veulent rentrer en France. Ils avaient jusque-là le droit de se balader dans un rayon de 30 km. Ils sont maintenant autorisés à venir en France pour 24 heures, mais c'est trop peu pour le gouvernement princier qui, lui aussi, de son côté, a décidé de durcir les mesures. Test PCR obligatoire pour rentrer en principauté, sauf pour les habitants des Alpes-Maritimes. Le ministre de l'Intérieur monégasque a donné une conférence de presse tout à l'heure à 17h30. Il dit qu'il n'y a pas de bras de fer entre la France et le gouvernement princier, mais que les contrôles sont quand même très stricts. Le dispositif qui est mis en place, c'est des contrôles aux frontières et également des contrôles d'ailleurs en principauté pour s'assurer que les personnes qui proviennent d'en dehors du département des Alpes-Maritimes présentent un test PCR négatif. Systématiquement arrêté Le systématisme, je verrai ce soir exactement ce qu'il en est, bien évidemment. C'est ce que nous recherchons, bien sûr. Est-ce que des contrôles sont effectués à l'héliport aussi pour les gens qui... Ils sont effectués aux frontières de la principauté. Vous dites qu'il n'y a pas un bras de fer avec la France, vous parlez de situation sanitaire, pourtant en France le 06 est l'un des départements qui est le plus tendu en termes d'hospitalisation en France. Du coup, pourquoi laisser le 06 entrer librement à Monaco et pas forcément quelqu'un qui vient du 04 ou du 13 ? Nous avons un bassin de vie avec le 06. Énormément de gens qui vivent dans le 06 viennent travailler en principauté, ont des interactions avec des gens qui habitent en principauté. Cette communauté de vie, cette communauté un peu de destin fait qu'il est légitime que nous prenions avec attention le cas des personnes qui résident dans le département des Alpes-Maritimes. C'est une mesure qui est effective pour combien de temps ? Elle est effective le temps qu'il sera nécessaire qu'elle le soit. Voilà, le problème entre les deux États, c'est l'accord de libre circulation qui est remis en question avec la crise de la Covid-19. Il y a quand même là un petit bras de fer, Eric, parce que à des mesures en répondent d'autres. Oui, bien sûr. C'est deux États souverains qui se répondent par mesure de rétorsion l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, c'est pas la première fois, on n'en est pas là, qu'il y a des bras de fer parfois forts entre la France et la Principauté. En 1962, le général de Gaulle, c'était le 12 octobre 1962, avait envoyé 6 douaniers français pour boucher l'une des voies d'accès à Monaco par la voie ouest. Il y avait un problème fiscal entre les deux pays et la France avait bloqué sa frontière avec Monaco. Alors on n'en est pas du tout là. Ça avait occasionné un gigantesque embouteillage et finalement les deux États avaient trouvé un terrain d'entente. Espérons que ce sera la même chose face à cette crise et aux mesures qui sont mises en place par ces deux nations. En tout cas, sachez-le,
les mares alpins peuvent circuler librement, mais les contrôles sont très stricts. Notre journaliste Claudia Olivier a pu le constater en se rendant à ce point presse du ministre de l'Intérieur. Donc à Monaco, on ne plaisante pas avec la crise sanitaire. Autre sujet, vous le savez depuis plusieurs jours maintenant, a démarré le Beauvau de la sécurité voulu par Gérald Darmanin. Comment retrouver confiance en la police, comment améliorer aussi les missions des forces de sécurité. Bonsoir Frédéric Masquelier, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Saint-Raphaël dans le Var bien sûr, et vous participez à 8 tables rondes, très exactement, de ce Beauvau de la sécurité, dont une avec une mission quand même assez importante, celle de rétablir le lien entre la police et la population. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est le problème numéro 1, ce lien entre la police et la population ? Oui, c'est la question principale. Je crois d'ailleurs que le Beauvau de la sécurité a été fait pour répondre à cette question. Vous avez l'immense majorité de la population, ou du moins une très grande partie, qui a confiance dans la police et pour laquelle il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, on s'aperçoit, notamment avec les enquêtes d'opinion, qu'un certain nombre de nos concitoyens ne croient plus dans la police. Alors, il faut évidemment distinguer les délinquants ou encore des gens qui, par conviction politique, et je pense notamment à l'extrême gauche ou aux anarchistes, pour lesquels il n'y a rien à faire, c'est par conviction qu'il y a ce détachement vis-à-vis de la police. Et puis, il y a aussi des catégories de gens, souvent les plus pauvres, dans des quartiers laissés en difficulté, dans des zones de non-droit, qui ne croient plus en l'action de la police et qui s'estiment parfois ciblés et puis surtout non protégés. Comment on fait, Frédéric Masquelier, pour redorer le blason de ce lien entre la police et la population ? Est-ce qu'il y a des préconisations que vous faites ? Il y a déjà la proximité et c'est pour cela qu'il est intéressant que les maires, avec l'Association des maires de France, aient été associés à ce Beauvau de la sécurité. On s'aperçoit qu'au cours de ces dernières années, il y a eu un désengagement de la police nationale sur la voie publique, une certaine perte de proximité justement avec la population. Et le rôle de la police municipale, de ce point de vue-là, est absolument essentiel, puisque c'est une police qui est en contact avec la population tous les jours. C'est une police aussi qui peut remonter un certain nombre d'informations. Ou sinon, de manière générale, comment rétablir ce lien ? Je dirais que c'est en étant efficace. C'est-à-dire en donnant des moyens à la police, c'est-à-dire en les sanctuarisant, quels que soient les gouvernements, parce qu'on fait souvent de grandes orientations, mais qui ne sont pas suivies des faits. Il faut également que la justice se suive, et c'est une remontée que l'on a lorsqu'on se rend dans les commissariats. De nombreux policiers nous disent ce que nous faisons ne sert à rien parce que la réponse judiciaire est inadaptée. Une question sur la police municipale, puisque vous en parliez. Est-ce que vous souhaitez qu'on élargisse les compétences de la police municipale ? Alors, on peut élargir les missions de la police municipale, notamment, je pense à la possibilité d'audition dans des domaines contraventionnels. Il n'y a pas de raison qu'un policier municipal puisse constater un état d'alcoolémie, mais pas un état d'ivresse. Donc, il y a un certain nombre d'incohérences sur lesquelles on peut répondre. Néanmoins, et chacun des maires y est attaché, la police municipale doit rester sous le contrôle du maire, parce que c'est la garantie de la proximité. Il ne faudrait pas que la police municipale soit rattachée au préfet ou encore au procureur de la République. Et puis, il ne faudrait surtout pas que l'on transfère les problèmes de la police nationale à la police municipale avec un excès de bureaucratie. Frédéric Masquelier, il y a une autre façon de prendre le Beauvau de la sécurité. Il y a, comme vous l'avez dit avec Nicolas Gallup, retisser le lien entre la population et les forces de l'ordre, mais il y a aussi gérer le ras-le-bol des forces de l'ordre. Vous avez sans doute vu de nouveau cette agression en région parisienne de plusieurs policiers. On entend certaines personnes qui agressent les policiers dire « tuez-les, tuez-les ». Comment vous gérez dans le Beauvau de la sécurité ce ras-le-bol des forces de l'ordre qui n'en peuvent plus, qu'ils soient d'ailleurs forces de l'ordre, parfois pompiers, parfois médecins, qui n'en peuvent plus d'être agressés au quotidien ? C'est une excellente question, d'autant plus que c'est ce que nous disent également
les forces de l'ordre. Le lien police-population doit être vu dans les deux sens. Et je rappellerai que de nombreux policiers aussi vivent dans ces quartiers en difficulté, rencontrent des problèmes avec leurs enfants qui sont dans le cadre scolaire pris à partie, voient leur véhicule dégradé et puis, comme on a pu le voir encore récemment à Poissy, eh bien, sont victimes de véritables tentatives d'assassinat. Je crois que ce que demande la police, c'est d'une part d'être soutenue et de ne pas être lâchée dans son action, comme on a pu le voir ces derniers temps. Elle demande aussi des moyens. Il est normal que vous ayez parfois des véhicules qui aient plus de 200 000 kilomètres. Il n'est pas normal non plus qu'il faille demander, pour reprendre le commissariat de Fréjus, déposer une demande à Marseille, donc un peu plus d'autonomie, un peu plus de responsabilité, être un peu moins dans les bureaux, un peu moins de bureaucratie. Une garde à vue, c'est près de 8 procès-verbaux. Lorsque maintenant il faut poser une balise, il faut une autorisation du juge de la liberté. Eh bien, je crois qu'il faut faire davantage confiance aussi aux policiers. Il faut leur dire et il faut le montrer de manière très concrète. Mais est-ce que le point central de tout ça, retisser le lien entre la police et les forces de l'ordre, mais aussi gérer le ras-le-bol des forces de l'ordre, vous avez employé le mot, mais est-ce qu'il ne faut pas insister là-dessus? Il faut absolument que la justice passe et qu'elle ne passe pas 2 mois, 3 mois ou pour des peines allégées. Il faut que dans les deux sens ça fonctionne. Or, on a ce sentiment que la justice passe quand elle a le temps, passez-moi l'expression. D'ailleurs, on avait posé la question dans le Grand Direct des représentants des syndicats policiers, est-ce qu'il n'aurait pas été utile que M. Dupond-Moretti soit présent physiquement à ce Beauvau de la sécurité pour incarner la justice? Il sera présent lors d'une table ronde, donc on aura l'occasion de l'interpeller sur ce sujet, mais il est exact que ce que nous disent souvent les policiers, c'est que notre travail est inutile et surtout, on retrouve toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions, il y a un véritable problème avec la justice des mineurs. Il y a également un problème, je sais que la double peine a été supprimée il y a quelques années, mais néanmoins, lorsque vous avez des étrangers qui sont multirécidivistes... Les peines planchées aussi, les peines planchées ont été supprimées par Mme Taubira. A été supprimée par Mme Taubira. Maintenant, jusqu'à, je crois, 5 années d'emprisonnement, il y a des possibilités d'aménagement de peine. Donc tout ceci n'a plus de sens. Vous pouvez avoir des personnes condamnées à des peines de prison ferme qui n'iront pas une seule seconde en prison. Donc il faut redonner de la cohérence à ce système. Il faut des peines qui soient surtout rapides pour être efficaces et puis systématiques. Comme je dis toujours, c'est l'exemple du radar automatique. Lorsque vous êtes sûr d'être pris, eh bien, vous ne commettez pas une infraction. Merci beaucoup Frédéric Masquelier. Je rappelle que vous participez donc à ce Beauvau de la sécurité. Vous êtes aussi avocat, je le précise, parce que le débat que vous aviez avec Éric sur la notion et l'approche juridique, vous la connaissez bien. Merci à vous en tout cas d'être venu ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Raphaël. C'est vrai que c'est un dossier brûlant, que celui du Beauvau de la sécurité. Frédéric Masquelier qui propose aussi de sanctuariser le budget alloué aux forces de l'ordre. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Alors après, il faut voir comment le budget du ministère de l'Intérieur est géré dans le budget global de la nation, parce qu'il ne vous a pas échappé que les milliards sont empruntés, on en a souvent parlé ici, à droite et à gauche. Sanctuariser un budget, chaque ministère demande à ce qu'il soit sanctuarisé. C'est vrai aussi pour le budget de la défense, par exemple. On a besoin de se défendre, on a besoin de défendre nos frontières, on a besoin de faire des opérations extérieures. Chaque ministère a des urgences, veut sanctuariser son budget dans un désert budgétaire aujourd'hui, dont on ne sait pas jusqu'à quel point il ne va pas s'étendre à d'autres ministères. La sécurité, c'est un problème majeur à Marseille. On en a souvent parlé dans ce Grand Direct. Et ce week-end, nouveau règlement de compte, 2 victimes, dont un rappeur. Quelques informations et quelques éclaircissements sont encore à apporter. Nous faisons le point sur cette affaire avec Cindy Chevaux. L'enquête progresse sur la fusillade qui a eu lieu ce samedi 13 février à Marseille. 2 hommes ont été abattus à la Kalachnikov sur la passerelle de Plombières dans le 3e arrondissement. Alors qu'ils rentraient d'un tournage d'un clip vidéo, les 2 hommes sont pris en embuscade par un autre véhicule vers 20h30. À l'arrivée des pompiers, il est trop tard. Les 2 victimes de la BMW noire ont succombé à leurs blessures. L'un était âgé de 28 ans et inconnu des services de police.
Quant à l'autre, il avait 24 ans, il s'agit du rappeur Zé et non de ZLK comme l'information a pu circuler ces dernières heures. À la suite de ces faits divers, les marins-pompiers ont retrouvé un véhicule brûlé dans le 15e arrondissement, véhicule qui pourrait appartenir aux personnes impliquées dans la fusillade. À cette heure, la police n'écarte pas la piste d'un possible règlement de compte. Pour rappel, le narcobanditisme a fait 8 morts à Marseille en 2020. Voilà, des règlements de compte qui s'enchaînent, qui se succèdent. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Non, c'est juste, ça s'est passé en plein jour. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de villes de France, me semble-t-il, où on voit des choses comme ça. C'est très passant quand même, hein, oui, en plus, passage de la Plombière. Passant. Alors, ce qu'on remarque, on se le disait un peu en off, c'est que dans ce genre de règlement de compte, s'il s'agit d'un règlement de compte, c'est qu'il n'y a pas de victimes collatérales, c'est-à-dire que les gens ciblés le sont pour des raisons qui leur appartiennent. L'enquête le dira, mais il n'y a pas de bavure autour. Alors là, ils sont deux. Alors, est-ce que justement là, il n'y a pas une victime collatérale justement en tout cas, on va suivre ça et l'enquête est en cours à Marseille, évidemment. Notre invité suivant dans ce grand direct, il s'agit de Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'islam. Il sort un nouveau livre, Le prophète et la pandémie. Gilles Kepel qui nous a accordé cette interview cet après-midi depuis Menton, sa résidence mentonnaise, grâce à Claudia Olivier. Bonsoir Gilles Kepel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, politologue, spécialiste du monde arabe et donc l'auteur de ce nouveau livre chez Gallimard, Le prophète et la pandémie. C'est une approche original, si vous me passez l'expression, à la fois de la pandémie et évidemment de votre domaine de spécialité, l'évolution de la géopolitique avec la montée de l'islamisme. Alors on va y revenir dans le détail. D'abord, le titre, Le prophète et la pandémie, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Effectivement, l'année 2020 a été marquée pour nous tous, et c'est toujours le cas aujourd'hui, par la pandémie qui a tout changé, qui a tout bouleversé. Alors on pense bien sûr aux restrictions, aux restaurants, au couvre-feu, mais ça a aussi bouleversé complètement les relations internationales. Et dans notre environnement immédiat, cette Méditerranée qui est ici derrière nous, mais également pour le Moyen-Orient, ça a été une catastrophe totale à cause notamment du problème de l'effondrement des prix du pétrole. Le pétrole est tombé à moins $30 au baril à la fin du mois d'avril. Et ça signifie que la misère s'est répandue un peu partout. Il y a eu des bouleversements énormes. Par exemple, la Turquie d'Erdogan a essayé de s'emparer du pouvoir sur l'islam au moment où les Saoudiens ne faisaient plus le pèlerinage pour des raisons prophylactiques. Et la misère aussi a amené ici, et on est juste dessus, à cet endroit où je vous parle, derrière moi vous avez la frontière italienne, un regain d'émigration extraordinaire, notamment par les passages illégaux à travers Vintimille, parmi lesquels, au milieu de gens qui cherchaient leur chance et voulaient simplement vivre, Brahim Aissaoui qui attaque à la basilique Notre-Dame à Nice, comme vous le savez, à la fin du mois d'octobre, le jour de la naissance du prophète. Donc il m'a semblé important d'expliquer tout ça. Alors par rapport aux livres que j'avais écrits dans le passé, qui étaient surtout des livres où je prenais les choses en considération sur la durée, c'est un livre que j'ai écrit à chaud, ici même d'ailleurs, à Menton pour l'essentiel, et en essayant de raconter ce qui se passait cette année écoulée, en le mettant en perspective avec mes 40 ans d'expérience. Alors on le voit dans le sous-titre, vous introduisez la notion de djihadisme d'atmosphère. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Est-ce que vous prenez la pandémie comme une métaphore de la diffusion du djihadisme dans le monde ou comme une forme d'événement qui influence le djihadisme ? Un peu les deux en fait, parce que ce djihadisme d'atmosphère, c'est Brahim Aissaoui qui poignarde 3 personnes à Nice, alors qu'on a été capable d'établir aucune relation avec la moindre organisation. C'est Abdullah Anzorov qui, à Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre, va décapiter un professeur de collège,
Lui-même non plus n'est pas embrigadé dans une organisation. Il n'y a pas de Daesh, il n'y a pas d'Al-Qaïda. Avant lui, Zahir Mahmoud, le Pakistanais, qui achète une feuille de boucher pour essayer de tuer des gens dont il croit qu'ils sont de Charlie Hebdo. Et il s'est trompé sur l'Internet, il a trouvé la mauvaise adresse. Parce que lui a regardé sur son téléphone des manifestations au Pakistan d'où il est originaire qui appelaient à décapiter le prophète brandissant des coutelas. C'est pour ça qu'il a acheté une feuille de boucher, heureusement incapable de décapiter avec ça. Il y a eu les 2 personnes ont été blessées mais elles sont toujours vivantes. Anzorov, lui, a regardé sur les réseaux sociaux des appels à la haine qui ciblaient le professeur Paty et a décidé de passer à l'action, parce qu'il avait été lui-même rendu radical en fréquentant telle ou telle mosquée ou tel site djihadiste sur le web. Pour Brahim Issaoui, on ne sait pas. On ne sait pas si c'était déjà le cas en Tunisie, si c'est quelqu'un qui lui a dit de le faire, parce que c'était quand même un fameux idiot, d'après ce qu'on savait, qu'il aurait rencontré à la gare de Nice, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'un côté des entrepreneurs de colère qui vont cibler les infidèles, les impies, etc., prôner une sorte de séparatisme par rapport à la société française, et de l'autre côté, des individus qui eux-mêmes ont été subi un lavage de cerveau avec des prédicateurs radicaux, avec le web, etc., et qui vont décider de passer à l'action. Et c'est très différent, ce djihadisme d'atmosphère, comme je l'appelle, de Daesh ou d'Al-Qaïda. Vous n'avez aucune hiérarchie, vous n'avez pas d'ordres qui sont donnés. D'où la nécessité, si vous voulez, de ce débat que nous sommes en train d'avoir sur le projet de loi sur le séparatisme. En fait, le président Macron fait son discours sur le séparatisme au Murau le 2 octobre, 14 jours avant que Anzorov ne décapite le professeur Paty. Et c'est très important parce que d'habitude, on met des années à comprendre comment ça se passe. Là, il y a eu une sorte d'anticipation. Bon, le président de la République s'est informé, a réfléchi à ces questions. Alors, on lui a fait tout un procès ensuite, puisque Charlie Hebdo a ressorti ses caricatures le 3 septembre. Ce n'était pas forcément d'une grande opportunité, parce que du coup, le procès a été étouffé sous la rumeur et la violence. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui est un enjeu majeur, parce que c'est la question de savoir comment combattre ce type de séparatisme qui aboutit au djihadisme de l'atmosphère. Alors on a du vent qui perturbe un petit peu cette interview. Une dernière question quand même sur cette notion d'entrepreneur de colère. Évidemment, on pense à un homme, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a mal compris d'ailleurs selon vous, d'ailleurs le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron. Quel rôle joue-t-il aujourd'hui et quel danger représente-t-il ? C'est-à-dire que Erdogan essaye un peu de faire comme l'avait fait Khomeini en 1989, c'est de devenir le grand leader du monde musulman en ciblant un ennemi. À l'époque, c'était Madame Thatcher, à l'occasion de la fatwa contre Salman Rushdie du 14 février 1989, et presque comme aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, malheureusement, hier. Et là, il a décidé de cibler Emmanuel Macron, également parce que la laïcité turque, telle que l'avait construite Atatürk il y a presque 100 ans, s'est construite essentiellement en français. À Ankara, dans le mausolée d'Atatürk, vous avez un exemplaire du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, annoté par Atatürk en français. Pour Erdogan, la hargne qu'il a contre la France et contre le président Macron en particulier, c'est aussi la volonté d'extirper les racines de la laïcité qu'avait mise en place Atatürk dans ce pays il y a 100 ans. Et la réislamisation de Sainte-Sophie, qui a lieu le 24 juillet 2020, elle a lieu ce jour-là parce que c'est l'anniversaire du traité de Lausanne par lequel Atatürk avait réussi à repousser les Européens pour éviter le morcellement de l'Anatolie en petits morceaux. Donc Erdogan s'appuie sur l'Atatürk militaire contre l'Atatürk laïque qui avait transformé Sainte-Sophie, basilique transformée en mosquée après la conquête ottomane de Constantinople, en musée pour le donner
à l'humanité. Merci beaucoup Gilles Kepel. On rappelle donc la sortie de ce livre, Le prophète et la pandémie, aux éditions Gallimard, du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère. Vous y développez tout ce dont on vient de parler. Merci d'avoir accepté cette invitation depuis Menton, où vous enseignez aussi également, évidemment à Paris, et je le rappelle, spécialiste de l'islam et de la politique et de la géopolitique internationale. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, entretien enregistré cet après-midi. Très éclairant, très éclairant instructif. Et ouais. tout à fait, parce que on est focus sur la pandémie, et à juste titre, hein, mais il se joue d'autres choses aussi sur le reste de la planète. Et j'aime bien cette analogie de la diffusion du djihadisme un peu à la manière d'un virus. Oui, et puis la géopolitique n'ignore pas la pandémie. Hein. Tout est bon, j'allais dire, pour faire progresser ces idées. On voit bien comment, enfin, Gilles Kepel le décrit extrêmement bien, avec plein de repères historiques, comment, avec cette pandémie, grâce ou à cause de cette pandémie, les uns et les autres avancent leur pion. Et je trouve vraiment très éclairant l'analyse qu'il fait sur le président turc Erdogan, qui me semble aller dans un sens de clarté et de limpidité avec toutes ces dates historiques, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard par le président turc quand il prend une décision, quand il monte au créneau, et notamment le parallèle avec Atatürk qui avait mis en place la laïcité en Turquie il y a une centaine d'années. Le virus, celui de la Covid-19 frappe notre département des Alpes-Maritimes et notre région, mais également la Moselle, tant et si bien une colonne du bataillon de marins-pompiers est partie ce week-end en renfort pour aider les autorités sur place. Le point avec Manon Mujica. Elle va prêter main forte. Une colonne d'intervention biologique composée d'une dizaine de marins-pompiers a pris la route de la Moselle hier matin, dimanche. Il faut dire que le département est actuellement confronté à une flambée des contaminations, notamment liées aux variants sud-africains. Les dernières estimations font état de plus de 100 cas positifs par jour sur le territoire. Une situation suffisamment préoccupante pour nécessiter le renfort des militaires marseillais. Il faut dire que depuis le début de la pandémie, ils sont passés maîtres en matière de détection de la Covid-19. Leur mission en Moselle consiste à réaliser des prélèvements dans les eaux usées, cartographier la circulation du virus et donc celle des potentiels variants. Des interventions qu'ils font régulièrement dans la cité phocéenne. D'ailleurs, le bataillon des marins-pompiers assure que ce détachement n'aura pas de conséquences sur les analyses et les tests réalisés à Marseille. Voilà, évidemment, le bataillon qui va poursuivre ses missions à Marseille, c'est la solidarité interdépartement avec l'expertise des bataillons, des marins-pompiers du bataillon de Marseille. Oui, c'est une superbe expertise que la France entière nous envie. À noter que suite au déplacement d'Olivier Véran, on en parlait la semaine dernière, en Moselle justement, le département a obtenu 30 000 doses supplémentaires pour vacciner davantage sa population en proie à un rebond assez terrifiant de l'épidémie. Et à noter aussi que François Grosdidier, qui est le maire de Metz, l'une des principales villes de Moselle, lui demande, sans être entendu pour l'instant, un reconfinement qu'il estime devoir être mis en place, un reconfinement local pour essayer d'endiguer ce rebond de la pandémie. Voilà, et dans le même temps, le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes bat un nouveau record. Il est de 495 pour 100 000 habitants. Autant dire que sur la Côte d'Azur, le virus ne recule pas, bien au contraire. Autre dossier que nous allons ouvrir dans ce grand direct, c'est celui de la maison d'Adrien. Si vous n'êtes pas sur la Côte d'Azur, vous ne connaissez peut-être pas ce projet qui tient à cœur à son président, René Molynès, depuis de nombreuses années maintenant. Il est avec nous, René Molynès, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais essayer de présenter brièvement le projet. C'est une maison que vous souhaitez édifier pour accueillir les familles d'enfants malades à Pégomas. Vous avez le terrain, les plans sont prêts. Le projet est financé, c'est un projet à plusieurs millions d'euros. Toutes les collectivités se sont mises autour de la table pour vous aider. Sauf que là, vous en appelez au président Macron pour être exonéré d'une taxe, la taxe d'aménagement, qui pour l'instant bloque le projet, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. C'est un gros problème qui est tombé, évidemment, ça a commencé en 2019, puisque j'ai commencé évidemment à en parler, mais sauf que les échéanciers ne étaient pas tombés.
pour la payer. Je me suis rapproché de la commune de Pégomas, je me suis rapproché des finances publiques et évidemment, malheureusement, tout le monde m'a fermé les portes malgré que c'est quelque chose évidemment d'important pour l'intérêt général. Je n'ai pas eu la force de pouvoir avoir des réponses positives pour exonérer ou avoir une remise gracieuse. Alors, qui est-ce qui collecte cette taxe d'aménagement? Je crois qu'elle est de 75 000 euros. C'est peu, si j'ose dire, au vu de l'argent que vous avez réussi à récolter pour mener à bien le projet depuis de nombreuses années. Le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'il faut respecter évidemment la crise sanitaire. On n'a pas le droit de travailler depuis mars 2020. Et donc, il n'y a rien qui rentre, on va dire. Nous ne rentrons dans aucune case auprès du gouvernement. Je comprends la crise, je la respecte, la crise. Je respecte M. Macron, notre président. Je respecte M. Véran. Mais dès lors que je me suis engagé avec des sociétés de BTP à payer évidemment la construction, je ne peux pas dire à cette société, écoutez, on va en décaler de 75 000 euros de ce que je vous dois dans X temps. Nous n'avons pas aujourd'hui de retour de notre gouvernement pour savoir quand est-ce qu'on pourra travailler. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Et la seconde problématique, c'est que ça n'attend pas les enfants malades. Il y a de plus en plus d'enfants malades. Ça n'attend pas non plus la crise sanitaire ni le Covid. Les enfants qui ont des cancers ou des maladies orphelines ont besoin d'énergie positive, de morale. Et si on ne leur donne pas tout ceci rapidement, dans une maison qui accueillera les enfants tout au long de l'année et de toute la France, je pense que c'est aussi une grosse problématique. On oublie le moral et le moral est indispensable face à la guérison. Alors aujourd'hui, vous vous en appelez donc directement au président, vous lui demandez qu'il vous exonère. J'en appelle évidemment aux finances publiques, mais évidemment à notre président, à Bruno Le Maire aussi également, tous les politiciens locaux aussi également. Tout le monde doit s'unir dans ce gros projet d'intérêt général. On l'a vu le 12 septembre où il y avait de nombreux politiques, de nombreux maires qui sont venus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire avec la maison d'Adrien. On a tous besoin de voir rêver ces enfants. Ils n'ont rien demandé à personne et effectivement, il va falloir finir cette maison. Il y a encore 300 000 euros à payer dans les 75 000 euros et ces 75 000 euros aujourd'hui posent un gros problème. Nous ne travaillons pas et nous avons besoin d'exonérer ou de faire une remise gracieuse de cette taxe. Le 12 septembre, c'était la pose de la première pierre et les images que vous voyez en ce moment à l'antenne. René Molines, simplement, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Évidemment, c'est totalement absurde d'avoir à payer et de mettre en rade un projet de plusieurs millions d'euros tellement essentiel pour les enfants malades face à une taxe, entre guillemets, de 75 000 euros. Mais je vais me faire l'avocat du diable parce qu'en fait, il y a une sorte d'uniformité lorsque des taxes sont votées et sont perçues, elles sont votées sur l'ensemble du territoire. Dans votre cas, on comprend l'absurdité de ce qui se passe, mais en même temps, du côté de Bercy, j'imagine que si on sursoit cette taxe dans votre projet, d'autres projets peut-être demanderont la même chose. Vous pouvez, à votre corps défendant, être une sorte de jurisprudence qui risquerait de dégénérer. Est-ce que vous voyez le sens de ma question ? Je comprends, je conçois et évidemment, je comprends votre réaction. Mais aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle. La crise sanitaire, aujourd'hui, on ne l'avait pas prévue. On n'a pas la boule d'Irma, d'accord ? Et aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Je respecte évidemment tout ce qui se passe en France avec les restaurants, etc., qui reçoivent évidemment des indemnités. Je pense très fort à eux. Vraiment, c'est très difficile pour tout le monde, cher monsieur. Mais je pense aussi qu'il y a des situations exceptionnelles avec des associations qui se sont engagées. Quand j'ai acheté mon terrain et quand j'ai demandé donc, tous ces travaux-là, ça a été avant le Covid. Donc je pense qu'à ce moment-là, qu'il va falloir réagir exceptionnellement face à cette problématique qui se pose et qu'il faut vraiment nous aider. Les 75 000 euros, je pense que si on fait un petit effort, c'est pas ça qui va faire un trou à notre France, à nous. Évidemment, le pays est surendetté, d'accord, je le conçois, etc. Mais je ne peux pas échelonner ma taxe au jour d'aujourd'hui parce que je ne travaille pas. Voilà, il n'y aura pas de rentrée d'argent, je ne peux pas faire un crédit, etc. Personne aujourd'hui ne peut nous dire quand est-ce qu'on va reprendre l'activité normale. C'est ça la problématique. De plus... René Molines, il y a une cagnotte qui a été lancée sur le site Hello Asso. On va donner le site de l'association Adrien. Il va s'inscrire en bas de votre écran parce qu'on retrouve toutes les informations nécessaires dessus. Mais vous lancez donc une cagnotte pour tenter de trouver ces 300 000 euros. Il y a les 75 000 euros de la taxe et les pénalités plus que vous devez aux entrepreneurs. Écoutez, quand vous apprenez par ma collaboratrice le 11 février, qui était de la date de mon anniversaire, que nous allons avoir une pénalité, alors que j'avais écrit aux finances publiques et qui n'ont jamais répondu par mail, c'est quand même une forme juridique.
par mail, j'aurais dû avoir une réponse. J'avais anticipé les choses au mois de septembre. J'avais déjà écrit aux finances publiques d'Avignon qui m'avaient répondu par téléphone. Je n'ai pas malheureusement été procédurier en prenant le nom de la dame, mais qui m'avait dit vraiment, vraiment sincèrement, monsieur, vous avez beaucoup de chance d'avoir une positivité dans la réponse, c'est-à-dire d'avoir une exonération, d'une remise gracieuse. Donc j'ai cru à cette dame. Quand ma collaboratrice a appelé le 11 février, on nous a dit tout simplement, monsieur, vous allez avoir une pénalité, vous allez payer cette somme à payer, évidemment, sur 18 mois. C'est 75 000 € sur ces 18 mois. Aujourd'hui, vraiment, il y a une cagnotte, oui, mais nous n'avons pas de rentrée d'argent. Les soirées, les vides-greniers, qu'on s'est tellement fatigué à les faire, etc., on ne fait plus rien du tout au jour d'aujourd'hui. Et ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de nous aider, de soutenir ce beau projet d'intérêt général qui est hyper important. Je vais vous dire une chose, j'ai perdu mon fils d'une maladie. Je vois tellement de désespoir dans les yeux des enfants. Mesdames et messieurs, on a tous été enfants. Nous ne sommes pas des robots. Donc il faut réagir exceptionnellement à cette cause, à ce projet qui va animer ce bonheur aux parents déchirés par la vie. Et je remercie évidemment tous les pétitionnaires qui se sont créés sur change.org, parce que tous les gens, on va dire, beaucoup de gens, mobilisés. Plus de 1300 personnes se sont mobilisées depuis 3 jours, mesdames et messieurs. Je vous assure qu'ils en ont gros la patate. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on veut donner du rêve, de la lueur d'espoir, de la magie, du moral, parce que le moral est indispensable face à la guérison. Merci beaucoup René Molines, bon courage à vous. Le site, on le redonne une dernière fois, le www.associationadrien.org. Il y a donc cette pétition sur change.org et puis cette collecte que vous lancez sur Hello Asso. Merci à vous et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. C'est une nouvelle démonstration des problèmes que peut engendrer la crise sanitaire et de tous les cas particuliers que ça crée aussi, malgré tout. Oui, c'est ça. Ça crée des cas particuliers qui sont souvent essentiels. Ces cas particuliers, on le voit bien dans le cas de la maison d'Adrien. C'est un projet magnifique, c'est un projet superbe. C'est un projet qui devrait être soutenu par tous. Bon, écoutez, moi, je prends un pari. Je me dis qu'il aura une réponse du président de la République, de l'Élysée ou de Bruno Le Maire, ministre des Finances. Parce que c'est vrai qu'un aussi beau projet porté avec autant d'enthousiasme depuis tant d'années ne peut pas échouer parce qu'il manque 75 000 € à payer sur une taxe. C'est pas possible. Vu toute l'énergie qui a été engagée, vu les moyens qui ont été engagés, vu l'espoir que ça porte, c'est pas possible que ce projet reste encalaminé de cette manière. Voilà, René Molines qui a perdu donc son fils Adrien et qui porte ce projet de maison des super-héros. Vous le savez sûrement, Eric, mais le problème se pose beaucoup avec la Corse, par exemple. Beaucoup de Corses viennent faire soigner leurs enfants au CHU de Nice et c'est très compliqué de les héberger pour qu'ils n'aient pas à supporter en plus le coût d'un hébergement lorsqu'on a besoin de venir une semaine ou deux sur le continent. Les étudiants, eux aussi souffrent, on en parle beaucoup. Ce sera le thème de votre édito dans quelques minutes, parce qu'une nouvelle distribution de denrées alimentaires et essentielles était organisée à Nice. Aujourd'hui, le reportage est signé Victor Labbé. Une distribution de denrées alimentaires et hygiéniques sur le parvis du Crous Jean Médecin pour tous les étudiants. À l'initiative du syndicat étudiant uni, le point de rendez-vous était fixé devant la plus importante résidence universitaire de Nice. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus d'étudiants sont dans un isolement social suite aux cours en distance et suite aux multiples confinements et dans une précarité financière grandissante. Alors, en tant qu'association étudiante, en tant qu'association représentative des étudiants, nous devions venir en aide à tous les étudiants de l'Université Côte d'Azur. Les étudiants sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire, la précarité grandit. Ils étaient un peu plus de 200 ce lundi à venir récupérer des paniers de provisions pour 10 €. J'ai vu sur Facebook, sur le groupe des étudiants, qu'il y avait une petite collecte, enfin qu'on pouvait récupérer des denrées alimentaires gratuites. Et c'est vrai que c'est super top parce que c'est pas évident. Et du coup, voilà, je suis contente, comme ça il y a un peu de monde et tout, c'est chouette. Et voilà, et je salue vraiment l'action, c'est trop bien. Il y avait beaucoup de boissons. Je suis une grande amatrice de coca, donc j'ai pris du coca, j'ai pris de la viande, me semble-t-il, des fruits, et puis voilà, j'ai laissé les autres prendre aussi. Un rassemblement soutenu par le conseil départemental qui a également fourni des denrées. La collectivité soutiendra d'ailleurs les prochaines distributions. Les syndicats, ce syndicat, mais d'autres syndicats étudiants peuvent nous solliciter de la même manière. Le conseil départemental a accompagné
décision ou la proposition qui a été faite. Donc on a amené aussi par notre propre action des sacs alimentaires. Il y en a 150, on va encore en amener pour les distributions. Et je dois dire que ce mouvement, qui peut être fait par d'autres syndicats étudiants, sera soutenu par nos soins. Il était bon que des syndicats étudiants se prennent en charge et essayent de développer quelque chose qui vienne de leur fait. Et on le fera pour tout autre qui nous sollicitera. En principe, la prochaine distribution aura lieu dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, les étudiants, Eric, vous allez nous en parler avec un serpent de mer, si l'on peut dire, un revenu universel, une forme de revenu. Oui, revenu. Alors on le voit dans ce reportage, on l'a vu vendredi dernier aussi, vous vous en souvenez, Nicolas, avec ces longues files, ces longues queues 200 personnes quand même, d'étudiants avec des cabas qui essaient d'avoir de la nourriture ou des produits hygiéniques. Les étudiants sont frappés de plein fouet. Du coup, oui, vous avez raison, la question, serpent de mer, du revenu universel, redevient à la mode, retitille la classe politique française. Alors à gauche forcément, mais aussi à droite, alors qu'on appelle cela un revenu de base, revenu citoyen chez les écologistes ou revenu vital au parti Les Républicains. L'idée est relancée. Alors il faut se souvenir que c'est François Hollande qui avait mis en place une garantie jeune dotée de 500 € par mois dans le cadre, elle était versée, cette allocation de 500 € dans le cadre d'un accompagnement vers l'emploi pour ces jeunes. En revanche, il faut le dire, le revenu universel d'activité, comme présenté, vous en souvenez peut-être, en 2017 par un candidat à la présidentielle qui s'appelle Benoît Hamon, ce revenu universel, lui, ne semble plus du tout d'actualité. Ce revenu universel, il avait beaucoup d'ambition, il se proposait de fusionner le RSA, la prime d'activité et les fameuses APL, les aides au logement. Il était même envisagé de verser ce revenu universel, quelles que soient les conditions de ressources. La crise sociale touche les jeunes, vous allez voir ce chiffre, il est absolument incroyable. En quelques mois, les 20-25 ans, faute de petits boulots, faute de job d'été, ont perdu entre 5 et 10% de leurs revenus qui sont déjà maigres par définition. Or, il faut savoir que le RSA, qui existe bien sûr dans notre pays, mais qui n'est pas touché par tous ceux d'ailleurs qui ont le droit, ce revenu de solidarité active n'est aujourd'hui versé qu'à partir de l'âge de 25 ans. Bon, alors le gouvernement a réagi, il y a des aides ponctuelles qui sont promises, il y a un plan jeune face à la crise sanitaire, face à la crise sociale, doté officiellement de 7 milliards d'euros. C'est beaucoup, on verra quelles sont les retombées sur le terrain. Reste quand même que le revenu universel, présenté avant la crise comme l'un des grands chantiers du quinquennat d'Emmanuel Macron, que ce revenu universel est abandonné en rase campagne, mais ça, si j'ose dire, Nicolas, c'était avant. C'était avant, mon cher Eric. On va rejoindre dans quelques instants Guilhem Bricavi. Je voudrais juste vous montrer ce reportage auparavant. C'est en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. On parlait des étudiants. On va s'intéresser aux écoliers qui sont initiés à l'environnement, notamment avec des journées de plantation. Valentin Rodriguez. On appuie pour bien chasser l'air. Doucement. C'est une journée pas comme les autres pour ces collégiens de la Phare-les-Oliviers. Réunis au domaine Roustan situé dans le village, ces enfants de 6e ont participé à la plantation de 200 arbres, une découverte enrichissante pour ces élèves. Cette journée elle est particulière, ce que j'ai appris, déjà j'ai appris les moutons, à quoi ça servait dans les vignes, à quel temps on pouvait ramasser les olives ou les raisins, etc. Et du coup, voilà. C'est une journée particulière parce qu'on ne va pas planter des arbres tous les jours. Et donc, moi, ça m'a appris beaucoup de choses, comme la distance des arbres qu'il faut mettre. Par exemple, nous, on a planté des arbres à 1 mètre. Et on a appris aussi le nom des arbustes, des fois. Voilà. C'est une découverte, j'ai pas un grand jardin, je suis heureux de faire ça vu que ça m'aide à découvrir de nouvelles choses. Initiée par l'association des enfants et des arbres, cette journée permet aux jeunes de se sentir acteurs vis-à-vis de l'environnement. Pouvoir intégrer dans ce projet-là une classe de 6e, ça permet d'éduquer les enfants au développement durable. Ce seront les acteurs de demain, donc si on veut que cette démarche rayonne, c'est par les enfants qu'il faut commencer. Donc c'est très important. Et ils étaient très enthousiastes parce qu'habituellement, on organise en début d'année un séjour d'intégration sur 1 semaine avec de l'environnement, du sport, des activités de cohésion. Là, malheureusement, avec cette pandémie, ça n'a pas eu lieu. Donc c'est la seule sortie qu'ils pourront faire cette année.
Donc ils étaient très très enthousiastes de pouvoir travailler dans un environnement différent. Et puis on voit quand même une évolution génération après génération parce qu'ils sont déjà très concernés par l'environnement. De l'initiation à la pratique, les enfants ont pu éveiller leur sensibilité environnementale au contact de professionnels du secteur. Ce qui est important de retenir, c'est qu'eux peuvent être acteurs de ce changement, peuvent planter des arbres, de comprendre l'intérêt d'un arbre dans un écosystème en général, mais en lien avec une production, par exemple des vignes. Ils ont pu aussi voir en parallèle aujourd'hui la présence de moutons. Donc vraiment comprendre la globalité on appelle ça l'agroforesterie, des plantes, des arbres, des animaux et d'une production agricole. Une quinzaine de types d'arbustes ont été plantés par ces enfants, une manière de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux. Et bonsoir Guilhem Ricavi, bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Je vous ai présenté dans le sommaire à tort comme le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Mais comme je connais votre amitié pour Denis Caro et les journaux de l'Est de la région, je pense que ça ne vous vexera pas. Non, pas du tout, effectivement. Ce sont des gens qu'on aime beaucoup et particulièrement Denis d'ailleurs. Vous avez raison de le souligner. Demain, vous vous concentrerez dans le journal, entre autres, parce qu'évidemment il y aura d'autres choses, sur toutes ces initiatives solidaires en Provence. On parlait de solidarité notamment avec les étudiants, mais la solidarité s'organise tous azimuts. Oui, effectivement, parce que je crois qu'au-delà de la panique du moment, de l'inquiétude autour du coronavirus, il y a aussi quand même la vie qui reprend ses droits avec des initiatives parfois insolites ou des petites choses du quotidien, mais qui font qu'on a envie de retrouver goût à la vie. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans notre édition de demain avec un tas de choses, parfois des actes solidaires envers les personnes les plus âgées ou isolées, envers les étudiants ou des occasions de rire et de s'amuser. Par exemple, on s'est intéressé à Aix, à ce photographe qui vous prend en photo en train de crier votre colère et ça fait des portraits plutôt originaux. Donc on a voulu nous aussi redonner un peu de sourire dans une période qui est vraiment pas propice ni à la joie ni à l'amusement. Et on a l'impression qu'évidemment ces initiatives existent, mais que ça a révélé aussi chez une partie de nos compatriotes la part de solidarité, d'humanisme aussi, cette crise. Effectivement, dès le premier confinement, souvenez-vous Nicolas, on a parfois pensé à s'intéresser de nouveau à son vieux voisin, à son petit couple de retraités qui habitaient à côté. Donc on s'est enfin réintéressé à l'humain. On a fait preuve de solidarité parfois sans même penser qu'on ne le faisait plus, en rendant service, en allant faire des courses, en veillant les uns sur les autres et avec ce regard un peu bienveillant qui, dans nos sociétés où tout va vite et où tout le monde peut vite se retrouver en rivalité, se perd. Donc tout le monde, d'une certaine façon, a retrouvé cette forme de pratique sans doute un peu ancienne, un peu villageoise, où les gens s'apportaient de l'aide, se soutenaient, prenaient des nouvelles des uns et des autres, envoyaient des petits textos de soutien. Et c'est plutôt encourageant et ça peut nous réconcilier avec l'espèce humaine, une fois encore dans un moment où la situation est plutôt grave. Oui, ça fait du bien ce lien social, ces gestes d'humanité, Guilhem, et c'est vrai que c'est de belles histoires à raconter. Moi, je voulais juste vous interroger sur tout à fait autre chose, parce que je vois que vous avez un micro verluisant, là. Il y a une petite lampe au bout de votre micro. Comme je sais que vous êtes un fin technicien, c'est un micro qui éclaire en même temps qu'il répercute la parole. C'est un micro qui s'allume quand on est en ligne en fait. C'est le rouge antenne de la radio. Si j'avais su, je vous aurais donné la parole après parce que j'avais encore une question à poser à Guilhem, une dernière question sur le rôle des journalistes et du journal La Provence aussi autour de ces initiatives solidaires. Alors Nice Matin, La Provence, un certain nombre de médias locaux ont pris aussi de leur côté des initiatives, mais ne serait-ce que le fait de les répertorier, de les présenter au public, ça aussi c'est un rôle, alors pas que vous avez redécouvert parce que c'est l'essence même et la sève de la PQR, mais qui a été très important durant cette année. Alors figurez-vous que c'est un rôle qui est évident, comme pour vous, médias de proximité, mais en tout cas qui a redonné du sens à ce que peuvent faire les journalistes. La rédaction de La Provence, bien sûr, vous le disiez, mais comme celle d'autres titres, couvrait des initiatives, les mettait en avant, mais on a retrouvé notre véritable rôle, j'allais dire, de chambre d'écho des initiatives faites, des belles actions réalisées, et on le voit aujourd'hui à la rédaction, plein de gens sont plutôt fiers, sont de nouveau fiers d'exercer ce métier, qui est un métier au final de
service, il faut avoir une approche humble de ce qu'est le journalisme. Et en tout cas, ça permet de redonner du sens. Et plein de gens à la rédaction sont conscients du rôle qu'on peut avoir de messager, mais comme vous, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont parfois seuls, parfois isolés, parfois on manque d'échanges. Donc on a un vrai rôle social quand on est un média. On n'est pas simplement spectateur quand on fait de l'information de proximité. On est acteur également. Et ça, c'est plutôt intéressant. Juste un petit mot. Il y a quelques semaines, Laetitia Gentili, qui s'occupe de ce qui est gastronomie dans la Provence, a lancé un formulaire sur notre site internet pour appeler les restaurateurs qui faisaient de la livraison à domicile à se déclarer. Et pour qu'on relaie sur une grande carte gratuite ces initiatives, elle a eu en quelques heures plus de 50 restaurants de la région qui ont fait part de cette envie d'échanger. Et du coup, elle met à jour cette carte chaque semaine. Et chaque semaine, il y a des restaurateurs qui nous envoient des petits messages plutôt contents qu'on essaye de leur donner une vitrine au moment où leurs établissements sont fermés ou on oublie même qu'ils existent. Guilhem, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez l'impression que tous ces élans de solidarité qui nous font redécouvrir notre partie humaine, tout à chacun, est-ce que vous avez l'impression que ça perdurera après la crise ou que c'est une sorte de, je ne vais pas dire de feu de paille, mais est-ce qu'on prend des bonnes habitudes pour ensuite continuer à les vivre ensemble après tout ça? En tout cas, moi, forcément, j'ai tendance à souhaiter que ça perdure. Ça perdurera sans doute encore un moment parce qu'on prend là des réflexes et des habitudes de bienveillance jusqu'à ce qu'on les oublie de nouveau. La vie est sans doute un éternel recommencement et de façon cyclique, mais en tout cas, pour quelques années, on aura redonné envie aux gens d'échanger, de partager. Les moments de joie sont aussi le fruit des moments de tristesse qu'on a vécu ensemble. À chaque fois que quelqu'un ici, je vois la rédaction, fait état de la disparition d'un proche emporté par ce terrible virus, on voit que derrière se créent des liens qui posent les bases de, dans 2 ans, dans 5 ans, seront toujours là. Ce sont des liens très personnels, très intimes et très forts. Et en tout cas, oui, je pense que comme après les périodes de guerre, il y aura sans doute pendant des années une phase d'euphorie et de 30 glorieuses, je ne sais pas, mais en tout cas de retour à une vie un peu plus légère et plus agréable. Oui, gardons l'optimisme en nous. Merci Guilhem Ricavi, directeur des rédactions du groupe La Provence. Soit je ne me trompe pas. À demain, passez une excellente soirée, évidemment. On va faire monter la pression tout doucement, parce que mercredi soir, vous le savez, Eric, l'OGC Nice se déplace à Marseille. Ce sont les 2 équipes phares de notre région. Les clubs ont bien fait les choses parce que conférence de presse à Nice aujourd'hui, à l'OM c'est demain. Et puis mercredi, par Skype interposé, l'affrontement entre nos 2 spécialistes, Sébastien Serrano et Valentin Rodriguez, les 2 suiveurs des 2 clubs qui viendront débattre et nous dire ce que l'on peut attendre de ce match. En attendant, l'OGC Nice espère bien ramener quelque chose de Marseille. Marseille qui est quand même une bête malade. Marie Justo. Après sa défaite au Parc des Princes, l'OGC Nice affrontera ce mercredi l'Olympique de Marseille. Un derby repoussé en novembre dernier pour cause de Covid. Sans ces 2 nouvelles recrues hivernales, le gym devra donc se passer de Saliba et Todibo non qualifiés. Bien que l'OM soit dans une mauvaise passe en ce moment, les hommes d'Adrien Urcea devront réaliser un grand match pour amener un résultat positif. Il y a eu toujours des absences et c'est un peu notre lot depuis pas mal de temps. Non, je compte beaucoup sur ceux qui seront là, je compte beaucoup sur la capacité de ceux qui vont jouer de pouvoir hausser le niveau. Je crois beaucoup dans ce groupe. L'idée maintenant, c'est qu'ils le savent, ils ont l'occasion de nous montrer, de nouveau de rejouer. Mais ce qui est très important, c'est qu'on part avec un état d'esprit de pouvoir continuer ce qu'on a fait en 2e mi-temps contre Paris, en espérant qu'on va bousculer cette équipe de Marseille, qu'on va la mettre en difficulté et puis avoir un résultat positif à la fin. Le changement de système a l'air de bien fonctionner et le gym joue mieux depuis 2 matchs. Le milieu Alexis Claude Maurice reste tout de même prudent. On était tous libérés, je trouve, parce que... Mais c'est pas que depuis le PSG, c'était depuis Angers, même Monaco, où je trouve qu'on est de plus en plus solide et de plus en plus constant dans le match. Et on joue un jeu plus offensif. Donc je pense que c'est surtout ça, retrouver beaucoup d'occasions. C'est ce qu'on se dit souvent, parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas assez, et à juste titre. Donc je pense que c'est surtout ça qui fait la différence, et ça se voit aujourd'hui. Maintenant, il faut concrétiser ça avec des buts. Coup d'envoi du match ce mercredi à 21h au Vélodrome de Marseille. Oh, une belle soirée en perspective. Belle affiche pour notre région.
On jouera le jeu des pronos mercredi. Hein, bon, beau match quand même de l'OGC Nice devant le PSG, même s'il y a une petite défaite. Beau match. Puis je reprends les mots du coach de l'Olympique de Marseille qui, en dépit de 2 expulsions, ils ont fini à 9. Les Marseillais a dit on a une équipe valeureuse. Il voulait dire à 9, on s'est quand même bien débrouillé, ce qui n'est pas faux. Enfin, il y a quand même 2 expulsés. Oui, puis alors. Donc voilà 2 équipes qui peut-être sont sur un regain de forme, on l'entendait en tout cas de la part des joueurs de l'OGC Nice. J'ai l'impression qu'il y en a un peu plus du côté de Nice que de Marseille quand même, de certitude, même si défaite à Paris, mais c'est quand même Paris qui jouera demain en Ligue des Champions contre Barcelone. Pour terminer, Eric, on va rester dans l'univers du sport. Je sais que vous marchez beaucoup, faites peut-être un peu moins de vélo, non mais c'est vrai, oui, un peu moins de vélo. Alors j'ai peut-être une solution pour vous, parce que dans notre région, il y a une pratique qui explose, c'est les vélos à assistance électrique. Alors les ventes explosent et vous allez le voir dans les Alpes-Maritimes, une association propose même de tester ces véhicules pendant plusieurs jours pour se convertir pleinement à la pratique. Stéphanie Mossman. Pliant, cargo, VTT ou VTC. Depuis quelques années, le vélo à assistance électrique s'impose un peu partout en France. Une tendance qui s'est accélérée post-confinement. Après le confinement, oui, on a quasiment quadruplé la vente de vélos électriques. Ouais. Ces derniers mois, les contraintes liées au coronavirus ont amené beaucoup de citadins à enfourcher une bicyclette pour aller au boulot. C'est le cas de Florent Morel. Ingénieur sur la commune de Sophia-Antipolis, il enjambe la Petite Reine depuis plus de 10 ans. J'ai un trajet de 10 km pour rejoindre mon travail depuis l'ouest de Sophia-Antipolis. Je mets 25 minutes. En voiture, je mettais facilement 40 minutes, voire les jours où ça allait très très mal, ça pouvait monter jusqu'à 1 heure. Là, je sais qu'avec mon vélo, c'est 25 minutes tous les jours, sans me soucier de la circulation, ni d'embouteillage ou de quoi que ce soit. Moins d'embouteillage, plus écologique et économique, les atouts sont nombreux. D'autant que sur le territoire de la Casa, les aménagements cyclables ne cessent de se développer. Florent est aussi président de l'association Choisir le vélo. Il recense et analyse régulièrement les nouvelles pistes comme celle-ci. Ce qu'on va chercher à regarder, ce sont surtout les intersections et les entrées-sorties de piste. Ce qui est important dans un itinéraire cyclable, c'est qu'il soit intuitif et sécurisant, pour que quelqu'un qui ne connaît pas l'itinéraire sache par où passer. Une pratique quotidienne du 2 roues que l'association Choisir le vélo vise à promouvoir en permettant notamment aux curieux d'emprunter gratuitement un vélo électrique pendant 2 semaines. La majorité des prêts se font sur ce type de vélo, on appelle ça des VTC, donc vélo tout chemin, qui permet d'avoir de l'équipement, c'est-à-dire qu'on peut équiper des sacoches dessus pour que les gens puissent emmener ordinateur, sac et tout. Et ensuite pour circuler par tout temps, parce qu'on a des garde-boue avant et arrière. Alors comment ça s'est passé ce vélo ? Eh bien pour une découverte, donc c'était avec un vélo assisté par moteur électrique, c'est très concluant. Résultat, depuis 2 ans, plus de 250 prêts ont été réalisés. Des essais qui permettent de convaincre les habitants désireux de changer leurs habitudes et de basculer, pourquoi pas, du tout voiture au vélo. La possibilité naturellement de faire des courtes distances rapidement, ce qu'on ne peut pas faire quand on est en voiture et quand on est à pied. À pied, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. En vélo, ça prend 2 minutes. En voiture, c'est impossible parce qu'on ne peut pas se garer. Voilà, il y a des tas d'avantages à avoir effectivement un vélo dans une agglomération. Comme lui, des milliers de Français ont sauté le pas. Une ruée vers le 2 roues, notamment dynamisée par des aides de collectivité. Dans notre département, certaines villes subventionnent l'achat d'un vélo avec des montants qui peuvent varier de 100 à 300 €. Voilà, à la manière d'un véhicule électrique que l'on peut acheter grâce aux aides de l'État, on peut aussi acheter des vélos à assistance électrique. Vous avez déjà essayé, Eric ? Non, alors parce que pour moi, dans ma tête, mais parce que je suis un peu vieille école, quand je fais du vélo, il faut que je force. Je me dis toujours, est-ce qu'un vélo avec une assistance électrique, on fait vraiment du vélo ? Mais c'est vrai que vu les côtes dans la région, vu le vent qu'il y a parfois, ça doit être très agréable d'avoir un petit moteur qui vous propulse. Voilà. Mais moi, quand je fais du vélo traditionnel, j'ai toujours une sorte de ressentiment contre ceux qui me doublent sans forcer. Et je dis quand même, mais vous avez une batterie électrique, parce que sinon, voilà. Ah oui, voilà, effectivement, s'il y a une petite batterie, c'est un peu de la triche. Après, ça peut servir aussi à se rendre sur son lieu de travail sans transpirer. Mais attention, prudence aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents à vélo. Il faut faire attention, il faut respecter évidemment le code de la route, le casque, enfin tout ce qu'il faut pour être protégé.
l'importance aussi des pistes cyclables. Et ça, c'est de la responsabilité de nos politiques. Merci Eric. Merci beaucoup, c'est la fin de ce Grand Direct. On se retrouve demain. Merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Greg Favot, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Passez une excellente soirée sur les antennes d'Azur TV et on se retrouve demain, évidemment.